Merci pour ces applaudissements. Alors 3 minutes ou un peu plus quand même, parce que cela mérite un peu plus que 3 minutes. Je vais demander à Olivier Ezrati, David Henry et Nicolas Tissot de bien vouloir me rejoindre sur scène. Bonjour Olivier, allez-y, installez-vous, allez vous installer. Bonjour David, bonjour Nicolas. On va s'installer sur la place laissée encore chaude par Mathieu et par Sylvain. Et je vais faire les présentations, si vous le voulez bien. Je vais commencer par Olivier Ezrati. Bonjour. Olivier, vous êtes centralien, vous êtes passé par le développement de logiciels et de marketing chez Microsoft France, dont vous avez été directeur du marketing et de la communication pendant plusieurs années. Il y a longtemps. Il y a longtemps, ouais. C'était pas le XXe siècle, mais presque. Aujourd'hui, vous êtes consultant indépendant. Vous êtes notamment spécialisé, vous établissez des ponts entre l'entrepreneuriat et l'innovation, et vous avez publié plusieurs articles sur l'ubérisation des professions libérales. On est donc directement au cœur de notre sujet. Oui, tout à fait. Début 2016, exactement. J'ai à ma gauche, tout au bout, David Henry. Bonjour David. Bonjour. Vous représentez ici le groupe Accor. Vous êtes VP Sales Performance chez Accor, donc en charge des ventes notamment. Vous avez une longue expérience à l'international. Vous avez dirigé ce qu'on appelle chez Accor un bureau des ventes en Allemagne, en Europe de l'Est, à Dubaï. C'est exact. Et dans le cadre de vos fonctions, vous avez été notamment chargé de la mise en application du plan de transformation digitale d'Accor, initié par Sébastien Bazin, le président du groupe. Tout à fait, sur les périmètres que vous avez évoqués. Et évidemment, on sait que le secteur de l'hôtellerie a été directement impacté par les évolutions qu'on a évoquées, donc votre témoignage nous sera précieux. Nicolas Tissot, bonjour. Bonjour à tous. Nicolas, vous êtes polytechnicien, ingénieur des mines. Vous avez, quant à vous, acquis une expérience de 15 ans dans les systèmes d'information de l'État, des collectivités locales et territoriales et du secteur privé. Et vous êtes aujourd'hui en service commandé, si je puis dire, puisque vous êtes le directeur du numérique et des systèmes d'information du notariat au Conseil supérieur du notariat. C'est cela. Et évidemment, votre point de vue nous est également précieux. Alors, je vais commencer. On a eu avec ce petit film un début de tentative de définition, et en même temps, c'est vrai que entre transformation numérique, digitalisation, ubérisation, disruption, un mot qui est utilisé à toutes les sauces en ce moment, on a un peu du mal à s'y retrouver. Alors, ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est quoi? Ça prend quelle forme, Olivier? Le film a très bien expliqué. L'ubérisation, si on la prend au sens étroit du terme, c'est un phénomène d'intermédiation entre le client et le fournisseur de services via une plateforme. Et le phénomène est assez fort quand la plateforme est mondiale. Quand la plateforme n'est que locale, elle n'a pas le même poids économique, la même influence sur le marché que quand elle est globale. Et Uber est une plateforme mondiale, présente dans des dizaines de grandes villes, voire même des villes de taille intermédiaire, donc il a cet impact important. Mais derrière l'ubérisation, je pense qu'il faut aller au-delà et observer les disruptions liées au numérique de manière relativement large. Moi, j'en vois 3 grandes catégories. Il y en a une première qui est celle qu'on vient de voir, donc l'intermédiation. Et l'intermédiation, elle intervient souvent quand les marchés sont très fragmentés, c'est-à-dire quand il est difficile pour un client de trouver un fournisseur. C'est le cas aujourd'hui pour trouver un docteur. Quand on arrive dans une nouvelle ville, on ne sait pas où sont les docteurs. Trouver un docteur n'est pas évident. D'où Doctolib qui joue ce rôle-là. C'est pas forcément facile de trouver un taxi partout, notamment à Paris. Et donc, une plateforme qui permet plus facilement de trouver une voiture avec un chauffeur, quelle que soit sa forme, joue ce rôle-là. Quand un marché est moins fragmenté... Est-ce que c'est facile de... Évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est facile de trouver un notaire? Il se trouve que trouver un notaire, d'abord, on en a besoin peu fréquemment dans la vie, en tout cas moins qu'un taxi, moins qu'un hôtel du groupe Accor, moins qu'acheter un produit sur Amazon. Donc comme le besoin est moins fréquent, le risque de désintermédiation, personnellement, me semble moins fort. Et d'autant plus que comme c'est un métier qui a pas mal de particularités locales, il n'y a pas le même risque d'avoir une grande plateforme mondiale qui désintermédie les notaires, parce que ce métier n'est pas exercé de la même manière dans tous les pays. Mais l'intermédiation n'est pas la seule forme de disruption numérique. On a une deuxième qui a été un petit peu effleurée dans le reportage, qui est tout bêtement l'automatisation. C'est-à-dire que vous prenez des métiers qui, à un moment donné, sont remplacés par des logiciels, peut-être à terme par des robots pour certains métiers manuels, ou par ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, qui sont en gros des logiciels un peu plus malins que ce qu'on a aujourd'hui et qui permettent de faire tout un tas de choses plus automatiquement qu'aujourd'hui. D'ailleurs, dans la présentation qui était faite de la démonstration tout à l'heure, que j'ai bien aimée, il faut savoir qu'il existe une technologie dont on parle peu aujourd'hui qui s'appelle le RPA. Je vais vous apprendre un nouvel acronyme, c'est le Robotic Process Automation. En fait, c'est une technologie qui permet d'automatiser les traitements qui nécessitent pour un opérateur d'accéder à plein d'applications. Alors rappelez-vous, dans la démo, on a accédé à plein de bouts d'applications
Eh bien, ça aussi, ça peut être automatisé. Ça peut être automatisé. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça. Ça veut dire qu'il n'y aura plus Didier Froger pour expliquer comment ça se passe? L'expliquer peut-être pas, mais en tout cas pour le faire, peut-être que ce sera automatisé. Alors, il faut savoir que la technologie, elle a un autre impact, c'est qu'elle réduit les coûts. Le low cost, par exemple, avec Free Mobile, c'est un cas très intéressant, Free Mobile, parce que c'est une disruption qui arrive dans un métier existant par un autre acteur qui fait le même métier. Ce n'est pas un opérateur d'autre chose que des télécoms qui est arrivé dans la mobilité. Et puis il y a un dernier point qui me semble très important, c'est ce qu'on appelle la migration de valeur et le transfert de valeur. Un truc bête, c'est quand vous faites bosser vos clients à votre place. Vous avez une douchette chez Auchan pour faire vos courses. Vous êtes vendeur de Tupperware ou de Thermomix, c'est le client qui bosse. Il est payé dans ce cas-là. Vous avez plein de cas de figure comme ça, même si vous êtes client d'une banque, c'est vous qui bossez. Parce que c'est vous qui remplissez des formulaires en ligne et vous bossez à la place du fournisseur. Et ça, c'est un transfert important. Et puis le dernier qui me semble fondamental et qui est peut-être ce qui menacerait peut-être le plus la profession du notariat, c'est l'irruption de métiers adjacents. La défragmentation du marché par les métiers juridiques, par les métiers financiers. On n'est jamais à l'abri de changements de réglementation européenne ou autre. On n'est jamais à l'abri de l'impact de technologies qui changent la structure des métiers. Un peu comme Orange qui essaye de faire de la banque aujourd'hui. D'accord. Alors, on a la chance d'avoir parmi nous un acteur concret de terrain qui travaille dans un secteur qui s'est trouvé directement concerné par cette transformation. Parce que c'est vrai que quand on pense à des secteurs qui ont été ubérisés, on pense évidemment aux taxis. Uber les a directement attaqués. Et puis ensuite, on pense à l'hôtellerie, avec, je crois, deux transformations qui sont apparues, c'est-à-dire les sites comme Booking.com et puis Airbnb. Alors, ça, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour un groupe comme Accor? Ça se passe quand et comment? Écoutez, ça s'est passé de manière assez récente et de manière extrêmement rapide. Depuis le début de l'après-midi, où je suis ici présent avec vous, il y a un mot qui revient très régulièrement, c'est la rapidité. Et effectivement, c'est quelque chose qui a commencé il y a moins d'une dizaine d'années, avec un certain nombre d'acteurs qui, à l'époque, par définition, n'existaient pas, et qui, aujourd'hui, sont devenus des monstres que tout le monde connaît. Par exemple, le hollandais Booking.com, qui est en fait une filiale du groupe américain Priceline, qui est devenu, aujourd'hui, le numéro 1 mondial de la réservation hôtelière, avec l'ensemble des groupes hôteliers, mais également l'ensemble de l'hôtellerie indépendante comme clients et qui sont capables de vous offrir n'importe où dans le monde, il y a cette notion globale qui est fondamentale effectivement, n'importe où dans le monde, un système d'hébergement qui réponde à vos attentes, que ce soit un hébergement extrêmement modeste et simple ou que ce soit au contraire un hébergement tout à fait luxueux. Et ça, chez Accor, vous ne l'avez pas vu venir? Ou alors trop tard, ou alors quoi? Alors, on l'a vu venir. On aurait pu, à un moment, probablement, comme on le dit en interne avec beaucoup d'humour, racheter la start-up Booking.com. C'était probablement possible il y a 7 ou 8 ans. Ça l'était un peu moins il y a 5 ans. Aujourd'hui, ils pourraient éventuellement nous racheter. Mais je vous rassure, c'est pas prévu. Donc la question, c'est, comme dit notre président, M. Bazin, c'est comment est-ce qu'on est agile par rapport à ça, sachant qu'on a été attaqué directement vis-à-vis de l'un des cœurs de notre métier, c'est-à-dire la relation qui peut exister entre un hôtel et les clients qui vont y venir. Vous y êtes tous au quotidien confrontés pour un voyage d'affaires, pour un voyage d'agrément, pour vous-même, pour un tiers. Et effectivement, l'un intermédiaire puissant s'est immiscé entre le client et l'hôtelier. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le home rental. Ce sont des gens comme Airbnb qui, sous couvert d'économie participative, vont donner la possibilité de pouvoir louer votre résidence principale à un tiers pendant une partie de vos vacances, pendant une partie de l'année, ou plus de temps en temps, puisque certaines personnes ont poussé les modèles un peu au-delà du modèle de départ. Concrètement, ces deux formes d'intermédiation ont posé rapidement un problème qui a été soulevé par Olivier, qui est le problème du transfert des marges. Lorsque vous payez un service ou une prestation et que vous l'achetez en direct, ce service ou cette prestation, forcément, ne fait pas l'objet d'un commissionnement. À partir du moment où vous mettez un intermédiaire entre le client et son fournisseur, vous mettez par la même occasion une intermédiation, donc
une perte de marge ou un partage de la valeur ajoutée qui est donnée au client et donc un effritement des marges. Ça, c'est un premier élément, c'est un élément assez dramatique puisque l'hôtellerie fait partie de ces métiers où les marges ne sont pas extensibles à l'infini, notamment à cause d'une deuxième contrainte qui est la contrainte capacitaire. Un hôtel de 120 chambres, il fait 120 chambres et ça va peut-être vous paraître délirant, mais on ne peut pas passer à 122 chambres facilement. Ce que l'on a découvert avec des gens comme Airbnb, c'est que non seulement on pouvait passer à 122, mais on pouvait passer éventuellement à 130 ou à 200 chambres. Lorsque vous regardez des destinations touristiques majeures, comme Paris, comme Barcelone, comme Londres, comme New York, vous vous rendez compte que sur ces destinations, vous avez eu, grâce ou à cause d'eux, ça dépend de la manière dont on regarde, mais vous avez eu grâce à Airbnb une explosion de la demande. Et une explosion de l'offre, pardon. Et cette explosion de l'offre s'est adressée de manière extrêmement ciblée à certaines catégories de demandes qui étaient historiquement pas forcément très bien traitées par l'hôtellerie. Je pense notamment aux familles. Lorsque vous êtes une famille avec 2 parents, 3 enfants, c'est pas toujours facile de trouver une solution d'hébergement facile. Donc ça veut dire qu'on a été extrêmement touché. On a été touché à ce qui fait mal, c'est le portefeuille, par un effritement de nos marges. On a été également impacté sur des choses que l'on croyait intangibles et immuables, c'est-à-dire la capacité à avoir sur une destination donnée, une capacité fixe. Donc forcément, avoir la capacité à pouvoir driver nos tarifs en fonction de l'évolution de la demande sur ces destinations, l'évolution de la demande aérienne, l'évolution, par exemple, d'un congrès comme celui-ci, qui est évidemment, pour les hôteliers, une opportunité. Alors, on va revenir avec vous dans le détail sur la manière dont ça a impacté finalement le fonctionnement, le business model, presque d'accord. Mais juste encore un mot avant peut-être de donner la parole de nouveau à Olivier et à Nicolas. Comment, au début de cette attaque, je dirais, de cette grande menace, quelle a été l'attitude d'accord? Je parle de philosophie générale de comportement, c'est-à-dire est-ce que ça a été panique à bord? Est-ce que ça a été on ne veut pas voir? Comment est-ce que le groupe a appréhendé ce risque? Alors vis-à-vis du risque, assez rapidement, la réponse qui a été donnée a été une réponse de dire si eux sont capables de le faire, pourquoi pas nous? Et effectivement, on s'est mis à répondre sur leur terrain à un certain nombre d'éléments. La plateforme Booking.com est une plateforme que beaucoup d'entre vous ici, je pense, connaissent. J'espère que le même nombre de personnes connaissent les plateformes AccorHotels.com ainsi que les applications. C'est-à-dire que ces pure players, ce sont des gens qui sont extrêmement bons dans ce qu'ils font, qui sont extrêmement bons dans cette intermédiation qu'ils apportent, et ils ne peuvent exister que par la qualité des services qu'ils donnent. Donc ça nous a obligés, nous, en tant qu'opérateurs hôteliers, à concevoir ou à revoir complètement la relation que nous avions avec le client. Vous parliez d'évolution du business model. Avant de rentrer dans l'évolution du business model, et notamment de la manière dont on crée de la valeur à l'intérieur d'un groupe hôtelier, il y a un autre point qui a été impacté de manière extrêmement forte, c'est la relation avec nos clients, tout simplement. On a été obligé de revoir la vision traditionnelle, qui était une vision où le client était quelqu'un qui arrivait à l'hôtel pour faire son check-in. Vous savez, quand vous réserviez à l'hôtel et que vous avez quelqu'un dont vous voyez à peine le crâne taper sur un clavier d'ordinateur en face de vous, eh bien, on avait la vision du client de ce moment-là, au moment où vous payiez, receviez votre facture et quittiez l'hôtel. Et en fait, ce que ces opérateurs nous ont obligés à repenser, c'est la relation que nous avons avec vous et de l'étendre avant la période pendant laquelle vous êtes à l'hôtel, mais également la période après laquelle vous êtes à l'hôtel. Notamment avec d'autres opérateurs dont on n'a pas parlé pour l'instant, mais des gens comme par exemple comme TripAdvisor, qui aujourd'hui sont des gens en qui les clients ont confiance pour savoir si tel établissement ou tel établissement est l'établissement qu'ils souhaitent utiliser sur telle ou telle destination. Donc ça a vraiment une remise en cause de fond en comble sur une période extrêmement courte. Le groupe Accor, c'est plus de 240 000 collaborateurs dans le monde avec le rachat de Fairmont Raffles et Swiss Hotel. Donc ça veut dire que c'est un très gros paquebot et en 5 ans, nous avons dû réinventer complètement la relation que nous avions avec l'élément qui est constitutif et qui justifie notre présence sur le marché. Ce sont nos clients,
nos voyageurs, que ce soit des voyageurs d'affaires, des voyageurs de loisirs. Alors, l'expérience utilisateur, le client, on va y revenir en détail. Avant de donner la parole à Nicolas, juste peut-être un commentaire là-dessus, Olivier. Globalement, on en parlait quand on préparait cette table ronde, vous dites que Accor a plutôt bien réagi. C'est quoi la mauvaise réaction? Est-ce que vous avez le contre-exemple? Le contre-exemple, c'est les taxis. C'est très simple. Dans le discours d'Accor, on entend le mot client. C-L-I-E-N-T. Quand est-ce qu'on entend le mot client de la part des taxis? Et je trouve sidérant de voir que cette profession ne s'est pas remise en cause alors qu'elle était attaquée de toutes parts par les VTC en général. Il est sidérant de voir que quand on arrive à Roissy ou Orly d'un avion de l'étranger ou pas d'étranger, quand on demande à un taxi s'il accepte la carte bleue, on a une chance sur 3 ou 4 qu'il l'accepte. C'est scandaleux. Dans plein de pays, c'est accepté de manière générale. Un truc idiot. Il faut savoir que les clients, et ça a bien été évoqué dans les 2 heures qu'on vient de passer, ils sont très sensibles à un certain nombre de choses, ils sont sensibles à la qualité du service et ils sont sensibles à la valeur du temps. Vous savez que Google est votre concurrent, non pas simplement parce que c'est un moteur de recherche, mais c'est un concurrent de tout le monde, parce qu'il a habitué les utilisateurs d'Internet à avoir un temps de réponse qui est de 45 millisecondes. C'est le temps qu'il faut quand on a un bon ADSL pour obtenir une réponse à une recherche. 45 millisecondes, alors évidemment, vous allez dire c'est un peu court pour faire votre métier, mais c'est quand même ce qui est rentré dans la tête des gens. Au même titre qu'ils sont habitués à avoir des réponses rapides via leur téléphone, de leurs amis, quel que soit leur réseau social. Donc la valeur temps a changé. Quand vous sortez d'un VTC, notamment d'Uber, vous ne payez pas, parce que c'est payé directement, automatiquement, vous pouvez après noter le chauffeur, et ça, non seulement ça vous simplifie la vie, mais ça vous fait gagner du temps. Parce que vous gagnez les 3 minutes à payer en liquide, à récupérer la monnaie. Qui va vous permettre de ne pas rater votre train, par exemple. Et voilà, et qui pourrait, moi, me faire rater mon train bientôt. Donc, ça, c'est fondamental. Donc, écouter le client, c'est le truc basique. Et la plupart des boîtes qui se plantent aujourd'hui, ou des secteurs d'activité qui se plantent, sont des entreprises ou des secteurs d'activité qui n'écoutent pas leurs clients, qui ne comprennent pas comment les attentes de la société évoluent, notamment celles des plus jeunes, qui ont justement une sensibilité plus forte que les plus âgés à cette valeur temps, et donc qui ne savent pas adapter leur offre de service. D'accord, la remise du client au centre de la problématique. Alors Nicolas, moi j'ai une question. Est-ce que le notariat est une profession qui, j'aurais tendance à dire par magie ou par un autre procédé, échappe aux risques et aux menaces qu'on vient d'évoquer? Et si la réponse est elle n'y échappe pas, comment est-ce que vous appréhendez ces transformations? Alors, je pense que la réponse a été donnée très clairement par Olivier et David. On a prononcé un mot qui est le mot-clé dans le numérique, c'est la notion de client. Le notaire exerce son métier au profit d'un client. Ce client a de nouvelles exigences, puisqu'on a parlé aussi de vitesse et de temps. Il veut que les choses aillent vite. Et très clairement, nous ne pouvons pas échapper effectivement à cette transformation. Nous allons demain devoir donner plus d'informations au client qui a du mal à comprendre effectivement qu'entre la signature de l'avant-contrat et la concrétisation de la vente s'écoule un certain temps sur lequel il a probablement besoin d'explications, mais au-delà, il a besoin d'être informé très régulièrement sur l'avancement de son dossier. Donc le notariat n'y échappera pas à la fois pour ses activités réglementées, sur son monopole. Le monopole ne nous dispense pas effectivement de nous préoccuper des clients, mais aussi pour toutes les activités liées à la casquette de profession libérale du notaire. Le monde numérique avance extrêmement vite. Si nous voulons continuer à être présents sur ce domaine, pour le coup, où nous ne sommes pas en situation de monopole, il est indispensable effectivement d'être présent. Et donc nous sommes concernés sur les 2 facettes, aussi bien la casquette d'officier public que cette casquette de profession libérale. Est-ce que l'on arrive, parce qu'autour de ces problématiques d'ubérisation, on a le sentiment d'avoir une menace globale dont on a du mal à définir exactement la manière très concrète dont elle pourrait s'exercer. Le témoignage de David est très clair. On a vu apparaître un grignoteur de marge, Booking.com, qui menace la rentabilité immédiate des hôtels. En ce qui vous concerne, est-ce que vous faites une sorte d'analyse des risques en disant qu'est-ce qui pourrait nous arriver, quelle forme ça pourrait prendre? Est-ce que vous pouvez être des intermédiaires avec une plateforme qui prendrait la place de la relation client et qui dirait je vous envoie, si vous me donnez de l'argent à mettre un tel, les meilleurs clients, ceux qui sont avec une grosse valeur ajoutée, et je vous protège de ceux qui vous feront perdre votre temps pour des honoraires ridicules. Exemple. C'est exactement le cas, même si effectivement le client voit
rares sont les clients qui voient très régulièrement leur notaire, et donc ce risque de désintermédiation peut paraître faible. Pour autant, il n'est pas nul, bien au contraire, puisque la concrétisation chez le notaire de la mutation n'est que l'aboutissement d'un processus qui a commencé bien en amont, notamment dans l'immobilier, et ce secteur de l'immobilier est en train de se transformer de manière extrêmement rapide. Il va évoluer, je pense, encore beaucoup plus dans les mois et années qui viennent, et on pourrait parfaitement voir émerger des plateformes qui captent ce client à l'origine et qui effectivement effectuent un tri et vont proposer aux notaires qui seront prêts à payer aux enchères, limite au plus offrant, le client le plus intéressant. Et aussi incroyable cela puisse-t-il paraître, et en totale contradiction avec la déontologie du notariat, pour autant ces plateformes sont extérieures, nous ne les maîtrisons pas, il est totalement illusoire d'espérer les maîtriser, et donc nous devons effectivement sur ces sujets proposer probablement plus d'ouverture. Nous prenons aussi le risque, si nous ne sommes pas présents, encore une fois, sur ces domaines-là, de rester totalement cantonnés à nos activités monopolistiques, mais monopolistiques parce que la loi nous les a conférées et que l'on peut perdre à tout moment si le législateur le décide. Donc il est indispensable effectivement que sur ces domaines-là, nous soyons présents, probablement que nous proposions plus d'ouverture pour faciliter ces transferts et éviter de voir apparaître une plateforme équivalente à Doctolib. Le président Coiffard a mentionné hier lors de son discours l'arrivée d'un dispositif de prise de rendez-vous en ligne. Je pense que détenir cette brique, c'est un actif stratégique. Ça ne veut pas dire que tout le monde devra ouvrir ses disponibilités. Tout office ou tout notaire ne sera pas contraint d'aller vers cette prise de rendez-vous en ligne. Par ailleurs, cette prise de rendez-vous en ligne, si elle peut concerner le grand public, elle peut aussi concerner des partenaires réguliers avec lesquels vous travaillez et qui sont probablement demandeurs d'une plus grande fluidité dans ces échanges numériques qu'ils ont initiés avec leurs clients jusqu'à votre office. Et donc sur ces éléments, nous avons besoin, nous, clairement d'être présents, de décider les sujets sur lesquels il est stratégique que nous restions maîtres propriétaires des différents outils, comme ça a pu être le cas sur le minutier central, comme ça a été expliqué, et ces sujets sur lesquels nous ne serons probablement jamais présents, mais pour lesquels il est indispensable de permettre cette mise en relation entre ces sociétés qui émergent et l'office qui, au bout du bout, a besoin d'être présent et de finaliser l'acte. Encore une question avant de revenir au groupe Accor. Maxime Julienne, tout à l'heure, dans son intervention, soulignait que la profession notariale avait su se doter d'outils en propre. Elle avait donc été proactive sur ce sujet. Elle avait, pour prendre un concept cher au général de Gaulle natif de Lille, elle avait plutôt pratiqué la guerre de mouvement que la politique de la ligne Maginot. Alors, est-ce que là-dessus, vous êtes toujours en situation d'agilité, de mobilité? Et j'ai tendance à dire, c'est quoi les prochains outils que vous souhaitez mettre en œuvre pour vous protéger des éventuelles menaces que vous venez d'évoquer? Alors, si effectivement nous avons été, je pense, extrêmement performants sur l'outil de production de l'acte, d'une manière générale, je pense que la démonstration en a été faite de manière très brillante cet après-midi, il est maintenant indispensable qu'on se tourne vers cette gestion de la relation client. Donc, ce sont à la fois des outils, mais une organisation du notariat qui permettent de la prendre en compte. Donc, on a formalisé une stratégie numérique qui a été validée par l'ensemble des élus de l'Assemblée générale du Conseil supérieur du notariat, mais ça, je dirais, ça fixe le cadre. Dans la mise en œuvre, on doit aller, et l'on va mettre en place plus d'interopérabilité si les plateformes, pour discuter entre elles, ont besoin d'un langage qui soit commun. Ça, c'est indispensable qu'on soit là aussi à l'initiative de ce langage commun, sinon ces plateformes vont nous imposer leur langage. Et dans ces plateformes, vos logiciels de rédaction d'actes tiennent une place prépondérante. Il faut mettre en place cette interopérabilité entre vos logiciels de rédaction d'actes et ces plateformes extérieures pour permettre la communication. Ça ne veut pas dire qu'on l'autorisera systématiquement, mais il faut la permettre. Je parlais de prise de rendez-vous en ligne, même chose, même principe, et encore une fois, avoir comme un outil qui soit aussi bien accessible de vos sites internet, quand vous avez un site internet, depuis un site comme Notavise, qui est le site des services en ligne de la profession, qui peut être accessible aussi demain depuis le site By Myself, qui est un exemple même de sujet sur lequel le notariat décide non pas d'être présent pour vendre du bail en ligne, ce n'est pas le sujet, mais c'est reconnaître qu'un bail peut, dans certains cas, être simple à réaliser. Offrons-le, service d'autres plateformes le font. Pourquoi ne pas être présent? Mais un bail peut aussi être relativement complexe à réaliser. Et peu, aujourd'hui, de clients savent, enfin, les clients réguliers le savent, mais le public ne sait pas, ou mal, que le notariat sait faire du bail. Cette plateforme, elle permet de très rapidement constater qu'un bail, c'est potentiellement pas si simple, et d'aiguiller vers le notaire. Et pourquoi pas demain, vous voyez, jusqu'à prendre rendez-vous directement avec le notaire. Donc, oui, on a besoin d'être présent. Et tout cela, on va pouvoir le mettre en œuvre de manière
je l'espère, toujours plus agile et rapide au niveau, via un département recherche et développement qui va se créer à la DSN dans les prochaines semaines. Là aussi, dans cette idée il faut pouvoir être présent, il faut pouvoir innover, mettre en place de nouveaux services, peut-être des services qui n'iront pas jusqu'au bout, parce qu'on fait des erreurs. Je pense que le droit à l'erreur, il est fondamental. Une start-up, je pense qu'il n'y a pas une seule start-up qui n'ait pas régulièrement fait évoluer son produit et son modèle économique, parce que l'idée de base était bonne, mais difficile à mettre en pratique, mais elles ont su évoluer. C'est dans cette dynamique qu'on souhaite se mettre en place, ou se mettre en marche, à savoir un département recherche et développement qui va pouvoir, d'une manière ou d'une autre, innover, mettre en place de nouveaux services, les tester auprès de vous, avant d'en faire des produits qu'on peut généraliser sur l'ensemble de la profession. Alors David, quand on a préparé cette conférence, on a évoqué le fait que le bouleversement pour Accor, il avait commencé dans la relation avec le client, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, et puis très vite, vous vous êtes rendu compte que cette transformation digitale, elle impactait toute l'organisation de la société. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Oui, tout à fait. Lorsqu'on regarde les différents acteurs qui sont autour du groupe Accor Hotels, vous avez bien entendu nos clients, et nos clients sont notre première préoccupation. Ceci étant dit, pour que nos clients puissent avoir une expérience au sein de nos hôtels qui soit à la hauteur de leurs attentes et à la hauteur de la promesse de nos marques, nous devons avoir des employés qui sont absolument alignés là-dessus. Et nous avons également une spécificité, c'est qu'un nombre croissant de nos hôtels sont la propriété de tiers, soit d'individus, soit de sociétés, et la communication à destination de ces propriétaires est absolument fondamentale. L'ambition du plan digital, il était dans sa conception avec Sébastien Bazin et Vivek Badrinath à l'époque, il était vraiment sur ces trois éléments-là, c'est-à-dire la capacité à mieux connaître, à mieux identifier, à mieux accompagner nos clients. C'est absolument clé, puisque sans clients, il n'y a pas d'hôtel. Mais également un effort de formation extrêmement important à destination de nos employés. Aujourd'hui, vous êtes probablement tous restés dans un hôtel, vous avez tous l'image de la femme de chambre le matin avec son chariot en plastique. Eh bien, sachez que dans un nombre croissant d'hôtels dans le monde, ce chariot, il est électronique. Il est directement relié au système d'exploitation de l'hôtel et permet de pouvoir signaler les pannes, les choses à remplacer, mais également de pouvoir signaler que la chambre que vous attendez, eh bien, elle est prête, et donc qu'on peut vous en remettre les clés, puisque celle-ci est prête à être louée. Donc ça veut dire que ce que l'on voit, c'est que ce changement digital, il a impacté l'ensemble de la société et a obligé la société à complètement se réinventer. Ça a été, c'est vrai, un certain nombre de risques. On insiste beaucoup sur les risques. Et quand on parle de booking, effectivement, ça a été un risque financier, ça a été un risque de perte de clientèle. Mais c'est également, et c'est quelque chose de très important pour moi, de toujours bien montrer que cette digitalisation est une possibilité extraordinaire en termes de diversification et de nouveaux champs des possibles avec les gens qui sont importants pour nous, c'est-à-dire nos clients, nos employés et nos propriétaires. Formation des collaborateurs, ça vous l'avez dit, mais aussi invention de services nouveaux qui n'étaient pas au cœur du métier de l'hôtellerie au départ. Un hôtel, c'était le check-in, le séjour, le check-out, et puis on se préoccupait plus tellement du client. Finalement, ça vous a obligé à penser des services nouveaux ? Tout à fait. Et vous avez utilisé tout à l'heure un mot qui est un peu mode, c'est le mot disruption. Ce mot, il veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est que vous avez un nouvel entrant, qui peut être un opérateur historique, mais vous avez un entrant qui arrive avec quelque chose qui est complètement nouveau. Nous, on l'a bien vu avec Booking, on l'a bien vu avec Airbnb, on y a apporté un certain nombre de réponses, mais on en a également profité pour se dire, si eux ont été disruptifs, nous, en tant que groupe hôtelier, qu'est-ce qui peut faire de nous des éléments disruptifs sur nos marchés ? Les hôtels, vous en avez tous à côté de chez vous. Les hôtels, ils ont quand même un certain nombre de particularités qui sont remarquables. La première, c'est qu'un hôtel, il est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an, Noël et jours fériés compris. Il y a toujours quelqu'un à la réception d'un hôtel pour pouvoir accueillir un client, pour pouvoir résoudre un certain nombre de choses. Et il y a toujours un manager on duty, un manager qui est là pour s'assurer
qu'il y ait une réponse managériale au cas où un problème arrive. Donc ça veut dire que sur cette base-là, on s'est dit que nous aussi, on pouvait être disruptifs. Prenez par exemple, vous allez à un congrès à Lille, par exemple, et lorsque vous partez pour ce congrès, vous laissez chez le teinturier un certain nombre de choses. Vous savez que vous allez rentrer un vendredi soir, votre teinturier est ouvert et fermé le samedi, vous ne voulez pas attendre le lundi pour aller chercher les différents éléments, eh bien peut-être que ce teinturier peut laisser les différents éléments à la réception de l'hôtel à côté de votre domicile ou à côté de votre étude et, moyennant probablement une petite commission, pouvoir vous rendre ce service. C'est exactement ce que nous avons en tête avec l'initiative Accor Local qui permet en fait de remettre l'hôtel au milieu, alors pas l'église au milieu du village, mais de remettre l'hôtel vraiment au milieu de ce qu'on appelle nous sa zone primaire, c'est-à-dire au milieu de l'endroit, du quartier, de la ville où il se trouve, par l'adjonction d'un certain nombre de services. Et ça, c'est très disruptif, parce que ça, ce sont les premiers entrants qui vont permettre de pouvoir vraiment préempter un certain nombre de choses sur ces marchés-là, et donc pouvoir les structurer. Et avec un certain nombre d'équipes en interne, on a effectivement cette ambition d'être non seulement un opérateur hôtelier, mais également de faire vivre nos hôtels via l'initiative Accor Local que je viens de mentionner, mais également d'inventer de nouveaux métiers qui sont des métiers sur lesquels on est très légitime. Si vous prenez par exemple... Alors David, je vais juste te donner la parole quelques instants à Olivier, qui a malheureusement une contrainte de train et il n'y a pas encore d'application qui permet d'envoyer un texto pour retarder le départ de son train de l'île Flandre ou de l'île Europe. Il faut être un cochon sur la voie, je pense. Oui, comme vous allez devoir nous quitter dans quelques minutes, Olivier, j'avais quand même envie d'avoir votre regard un peu transversal sur ces enjeux et vous interroger sur finalement deux scénarios types, quoi, et avec la bonne et la mauvaise attitude. Prenons le cas du notariat, confronté à ces menaces ou à ces perspectives, ou ces risques ou ces opportunités qu'on vient d'évoquer. J'ai envie de vous demander, c'est quoi le mauvais scénario, la mauvaise attitude, celle qui conduit un peu dans le mur, et puis c'est quoi le scénario vertueux, celui qui permet d'appréhender ces évolutions de manière positive? J'ai pas trop envie de m'étendre sur le pire des scénarios. Un scénario où les gens ne bougent pas, où il n'y a pas d'évolution, les outils n'évoluent pas, où on n'écoute pas le client, on ne comprend pas ce qui se passe sur le marché, où on ne collabore pas avec le réseau de l'écosystème, y compris d'ailleurs avec les startups qui apportent de bonnes idées, parfois sur lesquelles il faut pouvoir s'accrocher. Moi, je pense que le bon scénario, qui est fondamental et qui est le point commun d'ailleurs de toutes ces entreprises qui ont disrupté les marchés, il ne faut pas oublier que ce sont des marques. C'est la force de marque, souvent de marque mondiale. Et donc, en fait, il faut envisager votre métier comme une marque. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la marque? Il y a un collectif. C'est le collectif des notaires que vous représentez ici. Et ce collectif, il doit être encore plus fort. Il doit standardiser ses processus au maximum. Il doit les labelliser. Alors, je sais qu'il y a une initiative en cours de ce côté-là. Il doit faire en sorte que tout ce que le client va obtenir de votre profession soit prédictible, le plus rapide possible, utilise au mieux les technologies pour effectivement ne pas perdre de temps. Et dans certains cas de figure, il faudra aussi revoir un certain nombre de processus internes, ne serait-ce que pour la segmentation des clients, pour automatiser au maximum celles de vos prestations qui ne vous font pas gagner d'argent, parce qu'elles ont un tarif réglementé et vous perdez de l'argent dessus, donc il faut l'automatiser au maximum. Il y a toute une transformation à faire pour effectivement être à la fois proche du client et être rentable à la fin et devenir une vraie marque de confiance globale, un vrai collectif pour le marché français. Donc la cohésion de la profession notariale, le fait qu'elle avance sur ces sujets de manière groupée, est à votre avis un enjeu absolument essentiel. C'est fondamental, c'est l'enjeu de la marque en fait, tout simplement. D'accord. Et vous l'incarnez bien ici. Hein. Je vous laisse évidemment, Olivier, la possibilité de nous quitter quand vous le souhaitez. Vous avez, je ne sais pas du tout à quelle heure est votre train, et j'en profite pour surveiller les horaires pour ne pas trop déborder non plus. Si vous nous quittez, on va terminer cette... On a un tout petit peu glissé. On va terminer avec David et avec Nicolas. Nicolas, vous avez évoqué un certain nombre d'outils que vous mettez en place. J'ai envie de vous poser un tout petit peu la même question. Quand vous avez réfléchi à ces questions, c'est quoi le scénario vertueux pour la profession? Et de quoi disposez-vous, si je puis dire, pour que les outils que vous mettez en place soient adoptés? Je vais prolonger ma question et me faire l'avocat du diable 2 secondes, parce que quand on est un grand groupe comme Accor,
on a l'impression que c'est une machine de guerre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la direction générale, et puis ça descend, et puis tout le monde applique le même plan. Alors, vous allez peut-être me contredire, David, parce que finalement, un patron d'Ibis, c'est aussi un entrepreneur indépendant. Mais comment est-ce que l'on fait? J'entendais tout à l'heure un notaire qui disait, moi, je suis un peu, c'est l'informatique pour les nuls, donc comment je fais? Est-ce que je suis pas isolé? Bref, comment est-ce qu'on fait pour que les outils que vous mettez en œuvre soient facilement adoptables, adaptables, et que la profession marche d'un seul pas vers ces transformations? Question à laquelle il est difficile de répondre, puisque donc, comme vous le percevez, ce n'est pas un sujet d'outils, c'est un sujet de transformation de pratiques, et effectivement d'adoption de ces outils, de bonne compréhension de ce qu'ils peuvent apporter, et donc de transformation éventuellement de pratiques parfois en profondeur. Je pense que un bon moyen pour les adopter, ces outils, c'est justement la force de la profession. Vous savez qu'il y a déjà en ce moment un plan national d'action qui est en cours. Ce plan national d'action, il vient sensibiliser, il vient vous sensibiliser, il s'appuie sur des ambassadeurs qui sont des confrères et qui font le tour de chacune de leurs régions ou de leur département pour vous sensibiliser sur ces sujets de transformation, mettre le client au centre, transformer ses pratiques, adopter progressivement, et même si ça peut paraître un gros mot pour certains, mais je pense qu'il est absolument fondamental, une démarche de chef d'entreprise. Vous êtes des professionnels libéraux, et donc c'est toute cette démarche-là qui va permettre d'aider, d'accompagner la transformation et l'appropriation de ces différents outils. Je pense qu'il est utile, mais vous le savez probablement tous, de rappeler que si l'acte authentique électronique a pu se diffuser aussi largement, et la diffusion n'est pas terminée, elle est sur le point de se terminer, mais n'est pas encore complètement achevée, c'est aussi par la force du collectif. C'est grâce à un groupe de travail dit le GT Mycène, composé d'une trentaine de notaires, qui ont sillonné la France, qui ont sillonné leur département, leur région pour convaincre. Et c'est finalement, je pense, la meilleure façon de s'approprier un outil que de voir comment son confrère l'utilise, d'être convaincu par ce confrère. Encore une fois, ce ne sont pas des armées de consultants, ce n'est pas la DSN qui vous expliquera comment ça fonctionne. La DSN, c'est une force immense pour réaliser. On a cette capacité unique de pouvoir réaliser. On dispose de vrais moyens. Ensuite, l'appropriation, elle se fait en travaillant avec vous quand on réalise les outils, et puis ensuite en vous passant la main pour le déploiement et pour convaincre finalement vos confrères de l'importance et de l'utilité de ces outils et de ces démarches. Si on commence à faire une première tentative de synthèse, David, on se dit la bonne attitude, c'est donc mettre le client au cœur de la problématique, se former et s'informer, innover avec des outils sans cesse renouvelés qui répondent aux nouvelles demandes, et puis rester vigilant à toutes les évolutions du marché. Est-ce que c'est un peu... Si je dirais, est-ce qu'il y a une sorte de vadémécum que vous avez mis en place chez Accor pour réussir ces transformations? Est-ce que Bazin rappelle les grands principes de la transformation digitale tous les matins? Oh, quasiment tous les matins. Non, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN du groupe. Vous avez rappelé quelque chose qui est fondamental. Un patron d'hôtel, c'est avant tout un chef d'entreprise, c'est la plupart du temps un entrepreneur. C'est quelqu'un qui est très installé localement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connexions. Et en fait, l'une des forces de l'hôtellerie, c'est ce réseau d'hôteliers dans chacune des villes que l'on peut avoir en France, en Europe ou à travers le monde, qui font la force d'un groupe hôtelier. La force de ce groupe hôtelier, elle repose donc sur quelque chose qui est essentiel, qui est l'humain. Et en fait, ça a été très bien dit, l'une des difficultés majeures de la disruption, du digital, c'est l'enjeu du changement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour accompagner un groupe de personnes d'une situation dans laquelle ils sont confortables à une situation dans laquelle ils seront confortables. Ce qui veut dire qu'entre les deux, il y a forcément une période d'inconfort. Il y a toujours les 10% de gens qui viennent très très vite et qui sont toujours très confortables là-dessus, mais il y a ensuite les 80% de gens qu'il faut accompagner. Et de ce point de vue-là, je pense que l'un des éléments fondamentaux, au-delà de la technologie, au-delà du financier, au-delà des business models, au-delà de beaucoup de choses, c'est vraiment l'être humain. Et c'est parce que l'être humain est au cœur de ce projet, il a été au cœur du plan digital du groupe et il est aujourd'hui au cœur des développements dont je suis en train de parler, que ce plan digital a été un succès et que le groupe aujourd'hui sort renforcé de cette transformation digitale. Est-ce que la transformation est achevée et nous sommes tranquilles pour les 50 prochaines années?
Non, je vous rassure, les challenges sont nombreux. Ils continuent à émerger tous les jours. On est dans un monde qui change extrêmement rapidement, mais nous avons une force pour nous, qui est la force de nos 240 000 collaborateurs. Et ça, c'est quelque chose d'absolument unique, parce que c'est dans chacun de ces 240 000 individus que va se trouver la force globale du groupe et sa capacité à pouvoir s'adapter à son nouvel environnement, à ses nouveaux environnements. Quand nous préparions cette conférence, avant de donner les mots de conclusion à Nicolas, vous m'expliquiez que Sébastien Bazin disait qu'il était obligé par les marchés financiers de présenter des plans stratégiques à 5 ans, et tout en disant en privé que de toute façon, dans les 2 mois qui venaient, il allait probablement le modifier parce que l'environnement aurait changé dans les 2 mois et pas dans les 5 ans. Est-ce que la profession notariale, Nicolas, est soumise à la même urgence et dans quel calendrier inscrivez-vous les nécessaires transformations que vous avez évoquées ? Je ne vais pas parler d'urgence pour ne pas faire peur, mais effectivement, il ne va pas falloir trop tarder malgré tout, puisque vous l'avez constaté que si la profession, si le Conseil supérieur et la DSN ne s'en emparent pas, d'autres acteurs sont en train de s'en emparer. Et il y a un vrai sujet potentiellement d'indépendance, je pense, malgré tout, pour le notariat. À nous de choisir là où nous devons être présents. Donc l'objectif à ce stade, et c'est dans ce temps qu'a été inscrit la stratégie numérique qui a été élaborée, et dont je confirme, je rejoins effectivement ce qui a pu être dit chez Accor. C'est pas la peine de faire une longue liste de projets que l'on va s'astreindre à faire sur les 3 ans. Au contraire, il faut fixer quelques lignes directrices, c'est ce que l'on a fait. Identifier les sujets stratégiques dont il faut s'emparer, et puis le reste, il va falloir surtout savoir s'adapter au fur et à mesure. Donc on s'est fixé une ambition 2017-2020, mais c'est dès l'année prochaine qu'il faut que des premiers résultats commencent à apparaître. Donc la prise de rendez-vous en ligne, l'expérimentation, ça ne peut plus trop tarder, parce que certains d'entre vous sont demandeurs, parce que d'autres sont en train d'imaginer des solutions et sont en train de les proposer, et que je suis intimement convaincu que cette brique qui permet de faire le lien entre un écosystème interne et un écosystème externe, si on n'en est pas maître, on va se mettre à la remorque effectivement d'un certain nombre de sociétés. Merci beaucoup Nicolas. Merci David, merci infiniment de nous avoir consacré votre temps. On remercie également, les applaudissements vont également à Olivier Ezrati. Je vous propose de vous regagner la salle. Merci pour ces échanges.